Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce focus de la semaine. À la une, dans l'actualité, dans les salons feutrés du palais de la République de Djibouti, une rencontre diplomatique d'une importance capitale s'est tenue sous l'égide du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Djibouti a accueilli le nouveau ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie pour des pourparlers stratégiques et approfondis. Une rencontre diplomatique d'importance a eu lieu entre le président Ismaël Omar Guelleh et M. Taye Atski, le nouveau ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie. Cette visite hautement symbolique témoigne de l'engagement renouvelé des deux nations voisines à approfondir leurs relations stratégiques et leur coopération multisectorielle. L'événement a été marqué par des discussions approfondies sur divers aspects cruciaux, notamment les échanges économiques et la connectivité logistique, les infrastructures partagées telles que l'interconnexion électrique et hydraulique. Ces secteurs sont au cœur d'une complémentarité synergique entre Djibouti et l'Éthiopie, soulignant leur rôle central dans le développement régional et continental. La présence de hauts dignitaires tels que le ministre Mohamed Ali Youssouf et l'ambassadeur Bernaoud Segueye a renforcé l'importance stratégique de cette rencontre, mettant en lumière la volonté partagée de promouvoir la stabilité et la prospérité dans la Corne de l'Afrique. Dans ce contexte, les deux pays ont également exprimé une convergence d'opinion sur les défis régionaux, affirmant leur engagement commun à trouver des solutions durables et inclusives. Cette rencontre illustre d'un pas significatif vers une coopération diplomatique renforcée et une intégration régionale plus profonde, ancrée dans une vision commune de développement et de sécurité pour la Corne de l'Afrique. La zone de Demirjouk se transforme sous nos yeux. C'est le début d'une révolution industrielle, la pose de la première pierre d'une raffinerie monumentale qui annonce un changement radical pour cette région stratégique. C'était aussi cette semaine, sous les auspices solennels du Premier ministre, M. Abdelkader Khan Mohamed, Djibouti a inauguré une cérémonie empreinte de promesses et de grandeur, la pose de la première pierre d'une raffinerie de renom dans la zone industrielle de Demirjouk. Cet ambitieux projet d'une envergure monumentale évalué à 12,7 milliards de dollars est le fruit d'une coopération étroite avec la prestigieuse société saoudienne. Ainsi, symbole vibrant des liens économiques enracinés entre Djibouti et l'Arabie saoudite. L'événement, captivé par une élite des dignitaires et des décideurs politiques, a été marqué par la présence distinguée du ministre de l'Énergie chargé des Ressources naturelles et du président de l'Autorité de port, Edzon Franche. L'ambassadeur saoudien a également fait briller sa représentation, scellant ainsi une entente stratégique aux retombées économiques prometteuses. Dans une déclaration empreinte de vision et de pragmatisme, M. Cheikh Mouslim Moubarak, éminent président du conseil d'administration Al-Jil Petroleum and Energy, a souligné la portée stratégique de ce projet monumental et la mise en lumière la force des relations entre Djibouti et Riyad, soulignant leur engagement commun envers le développement du secteur pétrolier et de la sécurisation des approvisionnements énergétiques. Au-delà de son impact économique immédiat, la raffinerie de Demirjouk se profile comme une pépinière d'opportunités, promettant la création substantielle de 10 000 emplois à terme. Cette initiative audacieuse répond pleinement à la stratégie de diversification économique du gouvernement djiboutien, ancrant fermement le pays dans le réseau des acteurs industriels majeurs de la région. À l'horizon, la raffinerie de Demirjouk aspire à devenir un pilier essentiel de la production locale, fournissant un carburant produit chimique en une matière première industrielle avec une efficacité et une fiabilité renforcées. Ces projets ambitieux incarnent la détermination de Djibouti à réduire sa dépendance extérieure et à renforcer sa souveraineté économique. Une délégation de la Banque mondiale était en discussion intensive Djibouti suite au dernier classement de l'indice de performance des ports à conteneurs. Ces classements réalisés chaque année par la Banque mondiale, Global Market Intelligence, visent à mesurer le temps passé par les navires dans les ports. Une délégation de la Banque mondiale a entamé une série de discussions intenses à Djibouti suite au classement de l'indice de performance des ports à conteneurs élaboré annuellement par la Banque mondiale et Global Market Intelligence. Cet indice mesure le temps passé par les navires dans les ports. Cependant, les évaluations récentes ont suscité un débat animé entre les autorités djiboutiennes et les experts internationaux. Après 3 jours de discussion, les divergences perdurent. M. Aboubakar Omar Hadi, président des autorités portuaires, accompagné de ses collaborateurs, a fourni des éclaircissements essentiels aux experts de la Banque mondiale. Le désaccord principal réside dans l'inclusion des facteurs externes indépendants du port dans le calcul de l'indice, notamment la situation sécuritaire dans la mer Rouge et les procédures additionnelles de vérification pour les cargaisons à destination du Yémen ont complexifié la situation. Depuis septembre 2023, en réponse à la résolution 2216 du Conseil de sécurité des Nations Unies à Djibouti, a renforcé ses mesures humanitaires. Le navire géré par le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet de transit par Djibouti et pour des raisons de sécurité d'inspection. Or, le temps passé au quai par ces navires dû aux mesures de sécurité a été injustement inclus dans les calculs. Une anomalie que l'algorithme de la Banque mondiale n'a pas su corriger, faute de précédent. Djibouti se trouve ainsi pénalisé pour son engagement humanitaire, le temps passé par les navires, quai consacré aux fouilles et mesures de sécurité ne devrait pas impacter négativement le classement du port. Cette situation a appelé une révision des critères pour intégrer tel contexte exceptionnel, respectant ainsi l'esprit altruiste et solidaire de Djibouti.
Au Palais du Peuple, s'était ouvert un chapitre décisif pour l'avenir du réseau routier urbain. Un atelier stratégique avec un objectif à l'ordre de cette journée, présenter et valider une étude cruciale visant à redéfinir la vision et les plans directeurs pour une voie urbaine plus fluide, plus durable dans la capitale djiboutienne. Au Palais du Peuple s'est tenu un atelier crucial présidé par le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Mohamed Ibrahim, accompagné de ses homologues de l'économie, des finances, M. Ilyas Mousdouali, et de l'Intérieur, Serine Hassan. L'événement a marqué la restitution d'une étude diagnostique essentielle sur l'infrastructure routière urbaine de la ville de Djibouti, ainsi qu'à la conception d'un schéma directeur intégré des réseaux routiers urbains. L'atelier a rassemblé un parterre de hauts responsables de la préfecture, de la mairie, de la DRR, représentés par son directeur général, Soubané Saïd Ismaël, ainsi que des représentants de la direction de l'habitat de Djibouti Telecom, l'ONIAD et le DD. Chaque participant a contribué par ses avis et commentaires pour valider cette étude cruciale qui vise à améliorer significativement l'efficacité et la durabilité du réseau routier national. Cette étude financée par la Banque africaine de développement revêt une importance capitale pour l'avenir de la voirie urbaine à Djibouti. Une fois finalisée, elle fournira les documents techniques nécessaires pour planifier et initier la reconstruction du réseau routier urbain, promettant ainsi une circulation plus fluide, durable dans la capitale. Ces projets s'inscrivent dans une vision stratégique visant à moderniser les infrastructures urbaines et à soutenir le développement économique et social de Djibouti. L'aboutissement de cette étude marque une étape décisive vers la concrétisation de ces ambitions, répondant aux besoins croissants d'une ville en pleine expansion. Dans l'actualité internationale, au moins 42 personnes ont péri dans des attaques israéliennes sur des quartiers de la ville de Gaza, au nord de l'enclave palestinienne. Dans la soirée de samedi, une frappe israélienne a dévasté des maisons dans le camp de réfugiés Al-Sharti, de l'un des 8 camps historiques de la bande de Gaza. Ces bombardements ont entraîné la mort de 25 personnes, ajoutant à la douleur d'une population déjà lourdement éprouvée. Dans un autre quartier de Gaza, Al-Tufa, une frappe similaire a coûté la vie à 17 autres Palestiniens, soulignant l'intensité et la brutalité des attaques. Depuis le début de la guerre, les affrontements entre Israël et la résistance du Hamas ont provoqué une crise humanitaire, une ampleur inédite. Les chiffres sont accablants. Au moins 37 000 personnes ont été tuées et 85 000 blessées à Gaza. Selon les dernières estimations, la violence aveugle et la destruction massive ont poussé des centaines de milliers de personnes à fuir leur foyer, cherchant désespérément un refuge plutôt dans cette étroite bande de territoire assiégée. Le Comité international de la Croix-Rouge a exprimé son horreur et son désarroi face à la situation. La plainte intentée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice contre le génocide présumé dans la bande de Gaza gagne en soutien international. Après le Chili et l'Espagne, c'est maintenant Cuba qui s'associe à cette action juridique, marquant une nouvelle étape dans la mobilisation mondiale contre les actions israéliennes dans les territoires palestiniens. Vendredi, le ministre cubain des Affaires étrangères a annoncé la participation de Cuba à cette initiative. Notre décision vise principalement à mettre un terme aux atrocités commises contre le peuple palestinien. La démarche sud-africaine, initialement lancée le 29 décembre 2023, consiste à une requête auprès de la Cour internationale de justice pour enquêter sur les violations présumées par Israël, ses obligations au titre de convention de 1948 sur le génocide. Cette action juridique cherche à faire la lumière sur les souffrances infligées aux Palestiniens de Gaza et à tenir Israël responsable de ses actes devant la justice internationale. Cuba, connu pour son historique de solidarité avec les peuples opprimés, renforcé par son soutien. La portée de cette initiative, l'annonce de la Havane, s'inscrit dans un vague de condamnation internationale des actions israéliennes à Gaza qui sont perçues par beaucoup comme des violations flagrantes des droits humains. Les archives nationales du Chili mettent à l'honneur la Palestine avec une exposition poignante intitulée « De toutes les fleuves à toutes les mers » inaugurée mercredi à Santiago. Cette exposition vise à amplifier la voix du peuple palestinien. Dans un appel poignant lancé depuis le sommet du G7, les grandes puissances mondiales sont conjurées par les voix unies de l'ONU à détourner le destin funeste qui guette des millions d'êtres humains. Martin Griffiths, figure éminente des affaires humanitaires, dans un discours implore les dirigeants réunis à d'exercer leur influence décisive afin de conjurer la menace imminente des famines d'origine humaine. En effet, le porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU a averti lors d'une conférence de presse que tout retard dans l'action serait une sentence de mort pour des centaines de milliers de personnes. Ces mots résonnent comme un ultimatum, une sonnette d'alarme dont l'écho résonne à travers les terres dévastées par la faim. À la présidence tournante du G7, Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, a souligné l'importance cruciale de ce sommet dans la gestion des crises mondiales. Dans un monde tourmenté par les conflits et les catastrophes, ces rendez-vous diplomatiques se profilent comme un bouée d'espoir au lieu des grandes décisions peuvent sauver des vies. L'ONU, dans son plaidoyer, espère une action prompte et résolue du G7 pour faire face aux crises alimentaires aiguës qui sévissent à Gaza et au Soudan.
C'est tout pour ce focus de la semaine. Merci de nous avoir suivis. Le programme continue sur Télé Djibouti.